mes chers auditeurs. Aujourd'hui, Success Voices reçoit Amadou Konaté, trésorier régional UBA. Amadou, bonjour. Bonjour. Alors, avant de continuer quand même, je dois préciser une chose. Au-delà d'être un banquier qui a eu une belle carrière, Amadou est aussi mon frère. Mais je me suis dit quand même que j'allais l'inviter parce que c'est quelqu'un qui fait de belles choses et que j'admire beaucoup. Déjà pour commencer, Amadou, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs? Merci Nania. Comme tu viens de le dire, moi c'est Papa Amadou Konaté. J'ai commencé ma carrière en 2007, si je ne m'abuse, à BRM, Banque Régionale de Marché, comme assistant trésorier. Ensuite, j'ai rejoint 2 ans plus tard, en 2009, UBA, toujours comme assistant trésorier. Et en 2010, j'ai été promu trésorier, directeur de la trésorerie de UBA Sénégal. C'est le poste que j'ai occupé jusqu'en 2019, octobre 2019, où j'ai été promu trésorier régional pour la zone UEMOA et la Guinée. Bon, je dois dire que dans l'intervalle, j'ai à plusieurs reprises fait l'intérim du trésorier régional de la zone francophone. J'ai été head ALM, enfin manager ALM pour toute l'Afrique, par intérim également. J'ai occupé beaucoup de postes de management au niveau de UBA Group, mais toujours par intérim, et c'est cette année que j'ai été confirmé trésorier régional. Donc voilà, pour ce qui est de mes études, j'ai eu le bac en 95, j'ai eu un break et j'ai repris seulement les études en 2001. D'accord. Donc 6 ans de break. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Donc j'ai fait mes études à l'ENEA, l'École nationale d'économie appliquée. D'accord. Où je suis sorti en 2004 avec un diplôme en planification économique. En 2006, j'ai rejoint le CESAC où j'ai fait un master en finance de marché. D'accord. Et ensuite, en 2009, j'ai eu également un master en économétrie. Toujours au CESAC? Non, un master en statistique et en économétrie de l'université Cheikh Anta Diop. D'accord. Donc voilà. Un pur produit du Sénégal, de l'école sénégalaise, on va dire. C'est un pur produit de l'école sénégalaise. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je trouvais ton profil intéressant et qui m'a poussé à t'inviter aujourd'hui, c'est parce que les gens ont tendance à penser que pour réussir professionnellement, il faut avoir fait ses études en France, aux États-Unis ou au Canada. Et là, on se rend bien compte que c'est n'importe quoi, qu'on peut réussir même en ayant fait ses études au Sénégal. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que l'école est vraiment l'élément le plus important aujourd'hui pour réussir sa carrière professionnelle ou est-ce qu'il y a un profil qui fait qu'on réussit plus ou moins selon là d'où on vient? Selon toi, d'après toi? Écoute, moi je trouve que c'est une question très intéressante, très d'actualité d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de gens effectivement qui pensent qu'il faut nécessairement faire ses études à l'étranger pour pouvoir réussir une carrière. Je pense que j'étais dans ce cas. Si vous avez fait attention lors de ma présentation, j'ai dit que j'ai eu un break de 6 ans justement, voilà. Parce que voilà, je voulais aller aux États-Unis pour aller faire mes études. Je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. J'ai décidé entre guillemets de ne plus étudier, tout ça, parce que bon, voilà. Je pensais que ça servait à rien de le faire au Sénégal. Je pensais que ça servait à rien de le faire au Sénégal. Je suis au final la preuve que c'est absolument pas le cas. Je veux dire, en Europe, en Occident, aux États-Unis, peut-être que vous avez certaines universités, certaines écoles où le niveau des études est extrêmement élevé, mais ici également, et puis ça va dépendre du type d'études que l'on fait ici. Je veux dire, on a des compétences certaines en termes d'éducation, en termes d'études, parce que moi je le dis aujourd'hui sans aucune vanité, je pense être un
un expert dans mon domaine. Et je le répète encore, je le dis sans aucune vanité. C'est juste un constat, tu maîtrises ton travail, voilà, tu as une expertise dans ce que tu fais et tu l'appliques. J'interagis avec des gens d'horizons divers, des marchés occidentaux, des marchés américains ou Nigeria et tout. Je pense que tout le monde me reconnaît une certaine expertise. Et encore une fois, tout cela je l'ai acquis au Sénégal. Donc je peux affirmer sans risque de me tromper que ce n'est pas une fatalité, le fait de faire toutes ces études en Afrique, ce n'est pas une fatalité. Après, effectivement, il ne s'agit pas simplement de faire des études, parce que vous le verrez certainement, il y a beaucoup de gens qui ont fait leurs études en Europe, aux États-Unis, qui sont rentrés au Sénégal et qui chôment. Oui, c'est la conversation que j'avais tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait j'ai des amis qui ont fait leurs études aux États-Unis et qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir. Inversement, les gens font leurs études ici et travaillent. Donc, c'est pas simplement une question d'études, c'est une question également d'attitude, de personnalité, d'approche et des qualités intrinsèques de la personne. Et c'est des choses diverses et variées. Peut-être que chacun aura ses critères de choix pour dire que voilà, tels sont les critères que moi je pense être les critères fondamentaux pour réussir, d'autres critères. Moi personnellement, je peux juste en citer quelques-uns. J'ai l'habitude de dire à mes agents, à mes collaborateurs, que quand je leur reproche quelque chose, au début, quand on commence à travailler ensemble et on ne se connaît pas encore et tout, quand je leur fais un reproche, ils ont tendance à prendre la mouche, à mal le prendre, à dire qu'il devrait à mal le prendre. Et je leur dis toujours que, vous savez, la personne qui ne veut pas qu'on lui fasse le reproche, ce n'est pas la personne qui va dire que voilà, madame am full, mannequin de moyen. Non, c'est pas cette personne-là. La personne qui ne veut pas qu'on lui fasse le reproche, c'est la personne qui va faire son travail de la manière la plus parfaite possible, à tel point que personne ne puisse lui faire de reproche sur la qualité de son travail. Donc, ça, c'est une excellente philosophie et je pense que nos jeunes devraient quand même l'intégrer. Exactement. Donc, une chose qui est impérative à mon sens, c'est le fait de toujours s'assurer de faire les choses à la perfection. De faire les choses à la perfection. Peut-être que c'est culturel, peut-être que c'est par la force des choses. Les gens ont tendance à travailler de manière superficielle, on va dire. Et moi, je pense que ça, c'est la pire approche. Un travail, quel qu'il soit, doit être fait de la manière la plus parfaite possible. Et c'est ce qui va faire en sorte que dans le cadre de ton travail, que tu puisses être, pas qualifié d'expert, mais au moins que lorsque tu dis quelque chose, ou bien lorsque tu fais une affirmation, que les gens te prennent au sérieux pour argent comptant. Je pense que ça, c'est l'une des choses, à mon sens, qui sont impératives pour pouvoir réussir, en tout cas dans n'importe quel domaine d'ailleurs, soit dit en passant, pas seulement dans la banque. Bon, tu as répondu à ma question suivante, qui était vraiment de dire quelle est l'approche à avoir, quelle est l'attitude justement à avoir pour réussir dans son travail. Maintenant, moi, ce que je voudrais te demander, c'est que toi, en tant que tel, quelles sont, selon toi, tes compétences uniques, ta personnalité unique qui te permettent de réussir dans tes projets, qui te permettent d'avancer, qui te permettent d'avoir une carrière, j'espère, internationale, Oui, écoute, c'est en droite ligne de ce que je disais tout à l'heure. Moi, une chose quelque chose dont je fais un viatique, c'est le fait de toujours avoir une maîtrise du domaine dans lequel je suis en train de travailler. Du domaine dans lequel je suis en train de travailler. Ce qui veut dire te former toujours, t'auto-former en fait. Exactement. Et pas attendre. Il y a un de mes mentors dont je lisais un post récemment sur LinkedIn qui faisait un point sur la capacité de rétention de certaines choses, que l'être humain retenait peut-être 10% de ce qu'il entendait. De ce qu'il entendait, ouais, c'est vrai. De ce qu'il lisait, des choses comme ça, et 90% de ce qu'il enseignait. Donc, quand je veux dire par enseigner, ça veut dire vraiment, parce qu'on enseigne, on se documente pour pouvoir enseigner. Donc, c'est dans le cadre de la documentation que je vais parler. Il s'agit toujours parce que dès qu'on pense qu'on
qu'on est arrivé au sommet, qu'on est une sommité, qu'on n'a plus rien à apprendre, là, vraiment, je pense que c'est mort, quoi. On n'est plus en mesure de progresser. Donc, il faut toujours se mettre dans l'optique que, voilà, il y a toujours des choses à améliorer, toujours des choses à apprendre. Moi, dans le cadre de mon travail, chaque fois que j'ai un projet ou chaque fois que je travaille sur quelque chose, j'essaie de me documenter de la manière la plus précise possible, d'avoir la connaissance la plus précise possible sur le domaine pour ne pas être pris en défaut et pour pouvoir justement délivrer, c'est-à-dire voilà, atteindre l'objectif qui m'a été donné. Moi, je pense que c'est ça, toujours avoir à l'esprit de faire les choses de la manière la plus précise possible, voilà, de refuser en fait d'être pris en défaut. Après, on est des êtres humains, hein, donc il y a toujours nul n'est infaillible. Il y a toujours des choses qui pourront échapper de ci, de là, mais bon, globalement, voilà, les gens te reconnaîtront toujours une certaine compétence. Dès que tu fais les choses avec beaucoup de sérieux, je pense que c'est... Voilà, en tout cas, c'est quelque chose de nécessaire pour moi dans le monde professionnel. Donc, avoir la bonne attitude, faire son travail du mieux possible, se documenter, toujours apprendre. D'autant plus que c'est devenu facile d'apprendre. Moi, je dis aujourd'hui, on a accès à absolument toutes les ressources possibles et imaginables. Et je me dis que les jeunes qui vont à l'école aujourd'hui, ici au Sénégal, ils ont un avantage certain sur nous à l'époque, c'est qu'ils ont accès aux mêmes ressources que les jeunes qui font leurs études en France ou aux États-Unis ou n'importe où. Exactement. Donc, ce n'est même plus une excuse de dire, voilà, je veux pouvoir faire mes études ailleurs, parce que tu peux les faire ici et avoir accès au contenu à la même qualité. Exactement. Et là, je suis parfaitement d'accord avec toi, Nyanya, parce que quand j'ai l'habitude d'utiliser un terme, je dis qu'aujourd'hui, on a la connaissance universelle. Sur Internet, il y a la connaissance universelle. Il y a la connaissance sur tout et n'importe quoi. Il n'y a aucun point qui est occulté sur le net. Donc voilà, c'est exactement ce que tu disais par rapport au corollaire qu'on fait entre les études à l'étranger ou en Afrique et tout. On a exactement accès aux mêmes ressources. Donc voilà, ce n'est plus une excuse. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un mentor? En règle générale, bon, moi, mon avis, c'est que même en tant qu'entrepreneur, etc., je pense qu'avoir quelqu'un qui nous mentore, qui nous montre la voie, c'est quelque chose à rechercher. Est-ce que tu penses vraiment que, toi, est-ce que tu as eu un mentor? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a servi d'exemple, qui t'a permis vraiment d'avancer dans tes objectifs? Moi, je pense que c'est impératif. C'est impératif d'avoir un mentor. Je pense que ça n'est pas possible de faire une certaine carrière sans avoir un mentor. C'est très à propos que tu poses la question. Moi, il y a, je vais dire, 3 personnes vraiment que je considère comme des mentors et que vraiment j'admire dans le cadre du travail. Le premier, c'est mon premier patron, celui qui m'a appris le métier, Monsieur Ibrahim Fall en l'occurrence, qui est le directeur général de Coris Bank. C'était à BRM, c'est ça? D'accord, ok. BRM, c'est un monsieur d'une extrême intelligence et qui a qui ne transige pas avec le travail et le travail bien fait. D'accord. C'est quelqu'un qui est une sommité en ce qui concerne tout ce qui est trésorerie et marché financier. Et voilà, le fait de travailler avec lui te donne, enfin le fait de commencer ta carrière sous les ordres d'un monsieur tel que Ibrahim Fall te donne la rigueur. T'oblige à avoir de la rigueur et t'oblige à être toujours sûr de ce que tu avances. Donc ensuite j'ai eu mon directeur général à UBA, M. Jean-Luc Conan, qui est quelqu'un en tout cas qui est extraordinaire, surtout dans le management. Et dans le partage, j'ai entendu dire. Dans le partage, ça c'est quelqu'un de vraiment qu'on cite toujours. Tous ceux qui ont travaillé avec lui le citent en exemple. Voilà, comme étant quelqu'un à copier en tout cas, si on veut être un bon manager. Enfin, il y a
mon patron actuel, hein, Monsieur Aziz Dia, qui est également extraordinaire. Qui est une sommité dans le domaine, dans tout ce qui est marché financier. Et c'est quelqu'un qui t'apprend comment extirper les choses, comment, quelles que soient les difficultés, comment contourner ces obstacles-là et atteindre ces objectifs. Donc je veux dire, tu as des exemples, tu as des personnes qui sont tes références, Ouais. et voilà, tu vas apprendre des qualités de chacun et tout, des choses que tu admires chez chacune de ces personnes-là, tu les mets ensemble et c'est ce qui permet toi-même d'avoir ta propre personnalité en qualité de manager ou en qualité d'expert dans le domaine dans lequel tu évolues. Mais bon, pour répondre à la question, je pense que c'est vraiment impératif. Alors moi je t'écoute et il y a une question qui me vient à l'esprit parce que j'allais dire que tu es quelqu'un de chanceux parce que tu as eu des patrons vraiment extraordinaires. Mais est-ce que c'est vraiment que tu as eu des patrons extraordinaires ou est-ce que c'est parce que tu as choisi de regarder le côté positif de tes relations avec tes patrons? Parce que souvent aussi, ce qu'on entend, c'est mon patron, il pense que moi, je suis là à son service, mon patron ci, mon patron ça. Avec les mêmes patrons, hein, tu vas avoir des gens qui vont dire oui, ils m'exploitent et tout. Et moi, je me dis, est-ce que c'est parce que ces gens-là ne savent pas manager ou est-ce que c'est plutôt les gens qui ont tendance à ne pas regarder, à ne pas voir le côté positif du management? Tu me dis que ton premier patron, par exemple, c'est quelqu'un qui était d'une extrême rigueur et qui exigeait que tout ce qu'on lui apporte soit clair, documenté, bien fait, bien argumenté, etc. Beaucoup vont se dire il est trop exigeant. Et toi, ce que je vois, c'est que tu as vu le côté positif en te disant je vais apprendre de cet homme. De tous tes patrons, tu t'es dit je vais apprendre de ces personnes. Et donc, est-ce que c'est pas plutôt de ne pas se dire oui, c'est que je n'ai pas rencontré la bonne personne, mais vraiment, à chaque personne qu'on rencontre, d'essayer de tirer le meilleur de cette personne? Oui, c'est parfaitement vrai. C'est parfaitement vrai, Nia, parce que je donne un exemple toujours. Hein, quand je donne un travail à faire à mes collaborateurs, il y a toujours une chose que je leur dis. Je leur dis, il n'y a rien que je vous fasse faire et que je ne sais pas faire moi-même. Exactement. Il n'y a rien que vous fassiez dans ce département que je ne sais pas faire moi-même. Et il y a énormément de choses que moi je sais faire et que vous ne savez pas faire. Donc, et voilà, c'est cette approche-là que j'ai toujours eue de tous mes patrons. Ils me faisaient faire un travail et je ne l'ai jamais considéré comme étant de l'exploitation parce qu'ils me faisaient faire des choses qu'ils maîtrisaient mieux que moi. Mm-hmm. Donc le faire, moi, ça m'a permis au fur et à mesure d'apprendre et de t'améliorer. Effectivement, moi je l'entends souvent quand je discute avec mes collaborateurs qui sont beaucoup plus juniors que moi. Oui, mon patron, il m'exploite, c'est moi qui fais tout le travail, il fait rien et tout. Je leur dis, écoutez, vous savez, plus on monte dans la hiérarchie, et moins on travaille, je veux dire, en termes opérationnellement parlant. Plus tu montes, plus tu es dans la réflexion stratégique. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, un directeur de département, il ne va pas aujourd'hui faire des rapports ou des choses comme ça. Ce sont ses agents qui vont le faire. Lui, il fait autre chose. Et c'est pour ça qu'il est à un niveau auquel toi tu n'es pas encore et auquel tu aspires. Le jour où tu arriveras à ce niveau-là, tu te rendras compte que tu ne peux pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agents dans le département. Parce que sinon, si le directeur ou le manager il devait faire tout le travail autant que ses agents, il n'aurait pas besoin de recruter des agents. On le prendrait, il serait tout seul dans son département, il ferait tout. Exactement. Ce qui n'a pas grand sens. Donc il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui ont des lacunes certaines en management. Je ne parle pas de ces cas-là, je parle dans un cas général. Ce qui importe pour la personne, c'est d'apprendre le maximum, c'est d'acquérir de l'expérience. Parce que c'est cette expérience-là qui permettra de franchir un palier et d'arriver à une station supérieure, ainsi de suite. Donc il faut que les gens... Il faut vraiment capitaliser sur... Et surtout, il faut que les gens peut-être arrêtent cette idée de confrontation entre manager et manager. Tu vois, c'est quelque chose de pas productif,
pas très, très pertinent. Et il faut que, parce qu'on a un terme ici, hein, en Wolof, c'est Nyaondiort. En général, les gens, ils sont toujours... Ils ont un a priori négatif. Ils ont toujours un a priori négatif. Et c'est ce qui rend les relations personnelles un peu difficiles, ça a tendance à vicier les relations entre manager et manager. C'est pas, il faut toujours que, moi je pense que il faut que les gens partent avec un esprit positif pour pouvoir capitaliser un maximum. On est d'accord là-dessus. Bon, bah, notre entretien tire à sa fin, Amadou. Dernière question pour toi. C'est quoi le succès? C'est quoi la définition du succès pour toi? Ça, c'est compliqué. Hein? C'est la question piège que j'aime bien poser à tous mes invités. Certains diront que c'est avoir beaucoup d'argent. D'autres diront que c'est avoir le pouvoir. On a eu un grand débat là-dessus ce matin. C'est avoir le pouvoir. Bon, moi je pense que déjà c'est un peu de tout, hein, mais la chose la plus importante c'est d'abord d'avoir une famille heureuse, d'avoir une famille heureuse, d'être avec les gens qu'on aime et que déjà qu'on soit heureux dans ce cadre-là. Après tout le reste c'est accessoire. C'est bonus en fait, tout le reste c'est bonus. Dans le cadre de mon travail, je dirais que voilà, c'est être reconnu comme être légitime dans son travail, par exemple. Être légitime dans son travail. Après, si ça s'accompagne de positions extrêmement intéressantes en termes de rémunération et d'avantages, c'est toujours bonus. Atteindre un certain niveau de responsabilité, c'est toujours ça. Mais bon, comme tu dis, c'est un ensemble de choses. Mais moi, la chose la plus importante, c'est être heureux avec sa famille. Et t'éclater en fait aussi dans ton travail. Et voilà, c'est ça. Et le reste après, quand ça marche au niveau du travail, au niveau de la famille, je pense que tout va bien. Voilà, tout va bien. Voilà. Merci beaucoup, Amadou. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ça a été un plaisir. C'est un plaisir partagé. Et à très bientôt pour un follow-up pour la suite de ta carrière.